Crime et châtiment par Dostoïevski. Partie 9 du livre audio. Troisième partie du roman. Chapitre 1. Raskolnikov se redressa et s'assit sur le sofa. Il fit un geste las de la main à Razumikine, pour que celui-ci interrompe le flux ardent des consolations qu'il prodiguait à sa mère et à sa sœur. Ensuite, il prit celle-ci par la main et les regarda longuement et attentivement à tour de rôle. Son regard, immobile, révélant un sentiment presque insensé et puissant jusqu'à la souffrance, inquiéta la mère. Pulcheria Alexandrovna fondit en larmes. Avdotia Romanovna était pâle. Sa main tremblait dans celle de Raskolnikov. « Allez chez vous. »« Avec lui, » dit-il d'une voix hachée, montrant Razumikine. « À demain. Alors nous verrons. Êtes-vous ici depuis longtemps ?»« Depuis ce soir, Rodia, » répondit Pulcheria Alexandrovna. « Le train était fort en retard. Rodia, rien ne me fera te quitter. Je vais passer la nuit ici, tout près. »« Laissez-moi » dit-il avec un geste agacé de la main. « Je resterai près de lui, » s'écria Razumikine. « Je ne le quitterai pas un instant. Et qu'il se casse la tête contre le mur là-bas, je m'en fiche. J'ai laissé la présidence à mon oncle. »« Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» commença Pulcheria Alexandrovna, serrant une fois de plus les mains de Razumikine. Mais Raskolnikov l'interrompit encore. « Je n'en puis plus, je n'en puis plus !» répéta-t-il nerveusement. « Laissez-moi. Allez, allez-vous-en. Je n'en puis plus. »« Venez, maman, sortons au moins de la chambre, » souffla Dounia effrayée. « Nous lui faisons du tort, c'est évident. »« Ne puis-je pas même le regarder, après ces 3 années ?» gémit Pulcheria Alexandrovna. « Un instant, » dit Raskolnikov. « Vous m'interrompez tout le temps et mes idées se brouillent. Vous avez vu Lougine ?»« Non, Rodia, mais il est déjà informé de notre venue. Nous avons appris, Rodia, que Piotr Petrovitch a été assez aimable pour venir te rendre visite aujourd'hui, » ajouta Pulcheria Alexandrovna avec quelque hésitation. « Oui, il a été assez aimable, Dounia. J'ai dit à Lougine tout à l'heure que je le précipiterais au bas de l'escalier et je l'ai chassé au diable. »« Rodia, est-ce possible ? » ?»« Sans doute. »« Tu ne veux pas dire, » débuta Pulcheria Alexandrovna, terrifiée. Mais elle s'arrêta, regardant Dounia. Avdotia Romanovna fixait son frère et attendait la suite. Les 2 femmes avaient été mises au courant de la querelle par Nastasia, dans la mesure où celle-ci avait pu en saisir le sens, et avait souffert de l'incertitude et de l'attente. « Dounia, » dit Raskolnikov péniblement, « je ne suis pas d'accord pour ce mariage et, en conséquence, tu dois signifier ton refus à Lougine, dès demain, et qu'on ne parle plus de ce monsieur. »« Mon Dieu !» s'écria Pulcheria Alexandrovna. « Frère, observe tes paroles » dit en s'emportant Avdotia Romanovna. Mais elle se retint tout de suite. « Tu n'es pas en mesure de discuter maintenant. Tu es affaiblie, » dit-elle calmement. « Je ne délire pas. Non. Tu acceptes ce mariage pour moi, et moi, je n'accepte pas ton abnégation. Alors, écris une lettre pour demain, avec le refus. Je la lirai demain matin, et que c'en soit fini. »« Je ne peux pas faire cela, » s'écria la jeune fille blessée. « De quelle autorité ?»« Dounetchka, tu es également en colère. Laisse cela à demain. Ne vois-tu donc pas ?» s'effraya la mère, se précipitant vers Dounia. « Ah, partons au plus vite, ce sera mieux. »« Il délire !» s'écria Razumikine, toujours ivre. « Sinon, il ne se serait jamais permis cela. Demain, il ne restera plus rien de son extravagance. » Mais c'est exact, il l'a mis dehors aujourd'hui. C'est bien ainsi. Alors l'autre s'est mis en colère. Il faisait des discours, il faisait montre de ses connaissances, et puis il est parti, la queue entre les jambes.
Alors, c'est exact, s'écria Pulcheria Alexandrovna. À demain, frère, dit Dounia avec compassion. Venez, maman. Au revoir, Rodia. Comprends-tu, sœur, dit-il en faisant un dernier effort. Je ne divague pas. Ce mariage, c'est une bassesse. Laisse l'infamie pour moi, mais je ne veux pas. L'un des deux, si méprisable que je sois. Je ne te voudrais pas pour sœur si... ou bien moi, ou bien Lougine. Allez. Tu es un insensé, tyran, hurla Razumikine. Mais Raskolnikov ne répondit pas. Il se recoucha et se tourna vers la muraille, complètement à bout de force. Avdotia Romanovna jeta un regard curieux à Razumikine. Ses yeux noirs brillèrent. Razumikine frissonna sous ce regard. Pulcheria Alexandrovna était stupéfaite. « Je ne peux vraiment pas m'en aller », chuchota-t-elle au désespoir à Razumikine. « Je veux rester ici, peu importe comment. Accompagnez Dounia, je vous prie. » « Et vous allez tout gâter, marmotta aussi Razumikine, démontée. Sortons au moins de la chambre. Nastasia, apporte la lumière. Je vous l'affirme, poursuivit-il à voix basse, quand ils furent sur le palier. Qu'il fut sur le point de nous battre, moi et le docteur. Vous entendez? Le docteur en personne. Et celui-ci a dû s'incliner pour ne pas l'énerver. Puis il est parti, et moi je suis resté en bas à le garder. Alors, il a mis ses vêtements et il est parti. Et il partira maintenant aussi, en pleine nuit, si vous l'énervez. Et il pourrait alors attenter à sa vie. Ah, que nous dites-vous? Oui. Mais Avdotia Romanovna ne peut pas rester seule dans la chambre meublée que Piotr Petrovitch vous a louée. N'aurait-il pu vous trouver un meilleur logement? Pensez quel endroit. En somme, je suis un peu gris et c'est pour ça que je l'ai traité de... Ne prenez pas... Mais j'irai chez la logeuse, insista Pulcheria Alexandrovna. Je la prierai de nous donner, à moi et à Dounia, un logement pour cette nuit. Je ne veux pas l'abandonner ainsi, je ne le puis. Ils étaient sur le palier, près de la porte de la logeuse. Nastasia se tenait sur une marche, le bougeoir à la main. Razumikine était fort excité. Une demi-heure plus tôt, lorsqu'il reconduisait Raskolnikov, il était encore bien d'aplomb, bien qu'il fût bavard à l'excès, malgré la formidable quantité de vin absorbé. Maintenant, il était possédé par un enthousiasme délirant et tout le vin semblait lui être remonté à la tête avec une violence redoublée. Il avait saisi les deux dames par le bras, essayant de les convaincre et leur donnant ses raisons avec une stupéfiante franchise. Pour mieux les convaincre, il serrait leurs bras de toutes ses forces dans l'étau de ses mains, jusqu'à leur faire mal. Et, ce faisant, il dévorait des yeux Avdotia Romanovna sans se gêner le moins du monde. La douleur les faisait s'arracher parfois à la pression de son énorme patte osseuse. Mais loin de se rendre compte de ce qu'il faisait, il les attirait à lui avec plus de force. Si elle lui avait ordonné de sauter dans l'escalier la tête la première pour leur faire plaisir, il l'aurait fait immédiatement, sans réfléchir ni hésiter. Pulcheria Alexandrovna, tout alarmée au sujet de Rodia, quoiqu'elle sentît que le jeune homme fût vraiment trop extravagant et qu'il lui fit par trop mal au bras, comprenait qu'il était indispensable. Aussi, elle ne voulait pas remarquer ces détails bizarres. Avdotia Romanovna, quoiqu'elle eût les mêmes inquiétudes et qu'elle ne fût nullement ombrageuse, regardait avec étonnement et presque avec effroi les yeux étincelants de l'ami de son frère. Seule la confiance illimitée dans ce terrible garçon, qui lui avait été communiqué par les récits de Nastasia, l'empêchait de s'enfuir et d'entraîner sa mère avec elle. Elle comprenait aussi, sans doute, qu'il ne les laisserait pas s'échapper ainsi. Du reste, 10 minutes plus tard, son inquiétude se calma considérablement. Razumikine avait le talent de se faire connaître en quelques mots, indépendamment de son humeur, de sorte qu'on se rendait vite compte de quelle sorte d'homme il s'agissait. « Impossible, chez la logeuse !»« La pire des sottises !» s'écria-t-il, essayant de convaincre Pulcheria Alexandrovna. « Mère ou non, si vous restez, vous allez le rendre enragé, et alors, Dieu sait ce qui va arriver. Voilà ce que je vais faire.
Nastasia va rester auprès de lui, et moi, je vais vous reconduire chez vous, parce que vous ne pouvez pas courir les rues seul ici, à Pétersbourg. Cela, enfin, c'est égal. Ensuite, je reviens ici, et dans un quart d'heure, je vous le jure, j'arrive avec un rapport. Comment il va, s'il dort ou non, etc. Alors, écoutez. Après, je fais un saut jusque chez moi, j'ai des invités là, tous éméchés. J'amène Zosimov, c'est le médecin qui le soigne. Il est en ce moment chez moi. Il n'est pas ivre, il n'est jamais ivre. Je le mène chez Rodka et ensuite, directement chez vous. Donc, dans l'espace d'1 heure, vous recevrez 2 informations. Et celle du docteur, vous comprenez, du docteur lui-même. C'est bien autre chose que la mienne. Si cela ne va pas bien, je vous promets que je vous ramène moi-même ici. Si cela va bien, vous vous couchez. Moi, je campe ici sur le palier. Et j'ordonne à Zosimov de passer la nuit chez la logeuse, afin de pouvoir l'appeler immédiatement. Que lui faut-il maintenant? Les soins du médecin ou votre présence? Le docteur est plus utile, c'est clair. Alors, allez chez vous. Impossible de dormir chez la logeuse. Possible pour moi, impossible pour vous. Elle ne vous laisserait pas coucher chez elle, car elle est bête. Elle va être jalouse d'Avdotia Romanovna. C'est un caractère absolument inattendu. En somme, je suis bête aussi. Je m'en fiche. Venez. Vous me croyez? Dites. Me croyez-vous, oui ou non? Venez, maman, dit Avdotia Romanovna. Il agira sans doute comme il l'a promis. Il a déjà ressuscité Rodia 1 fois et, s'il est vrai que le docteur consent à passer la nuit ici, que peut-on souhaiter de mieux? Vous pouvez me comprendre. Parce que vous êtes un ange, s'écria Razumikine, enthousiasmé. Viens, Nastasia. Monte tout de suite et reste auprès de lui avec la bougie. Je serai ici dans un quart d'heure. Quoiqu'elle ne fût pas tout à fait convaincue, Pulcheria Alexandrovna ne résista pas. Razumikine prit les bras des 2 dames et les entraîna dans l'escalier. Du reste, il inquiétait aussi la mère de Rodia. Il est bien débrouillard et bon, mais est-il capable de faire ce qu'il a promis, pensait-elle. Il est tellement exalté. Ah, je comprends. Vous vous demandez si je suis en état de... devina Razumikine, tout en faisant ses énormes foulées, si bien que les 2 dames ne pouvaient le suivre. Ce dont, du reste, il ne s'apercevait pas. Bêtise, je veux dire. Je suis ivre comme un paysan, mais il ne s'agit pas de cela. Je ne suis pas ivre de vin. C'est quand je vous ai vu que cela m'est monté à la tête. Mais il n'est pas question de moi. Ne faites pas attention. Je radote. Je ne suis pas digne de vous. Je suis au plus haut point indigne de vous. Quand je vous aurai reconduite, je me verserai 2 seaux d'eau sur la tête en passant près du canal et je serai complètement remis. Si vous pouviez seulement savoir comme je vous aime, toutes les 2. Ne vous moquez pas et ne vous fâchez pas. Fâchez-vous sur n'importe qui, mais pas sur moi. Je suis son ami. Et, de ce fait, votre ami. Je veux que ce soit ainsi. J'en ai eu le pressentiment l'année dernière. Il y avait eu un moment. En somme, je ne l'ai pas pressenti du tout, car vous êtes tombé du ciel. Quant à moi, je ne fermerai sans doute pas l'œil de la nuit. Ce Zosimov craignait tout à l'heure qu'il ne perde son bon sens. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas l'énerver. « Que dites-vous là » s'exclama la mère. « Est-il possible que le docteur lui-même ait affirmé cela » demanda Avdotia Romanovna, épouvantée. « Oui, mais ce n'est pas cela du tout. Il lui a même donné un remède, une poudre, je l'ai vu. Et alors, vous êtes arrivé. Ah, il aurait mieux valu que vous ne soyez arrivé que demain. Nous avons bien fait de partir. Vous aurez le rapport de Zosimov dans 1 heure. Celui-là, au moins, n'est pas ivre. Et je ne serai plus ivre non plus. Pourquoi donc me suis-je enivré aussi? Ah, c'est parce qu'ils m'ont entraîné dans la discussion, les démons. Je m'étais pourtant bien promis de ne plus me laisser aller à discuter. Ils vous ont une façon de battre la campagne. J'ai manqué de me bagarrer. J'ai laissé la présidence à mon oncle.
Vous vous rendez compte? Ils exigent la perte totale de la personnalité, et ils trouvent que c'est le fin du fin. Ne pas être soi-même, ressembler le moins possible à soi-même, voilà ce à quoi ils veulent arriver. C'est le summum du progrès pour eux. Et si seulement ils avaient une façon personnelle de radoter, mais... Écoutez, interrompit d'une voix timide Pulcheria Alexandrovna, mais cela ne fit qu'activer son ardeur. Mais que pensez-vous? Cria Razumikine, haussant encore la voix. Vous pensez que je me fâche parce qu'il radote? Bêtise. J'aime quand on dit des absurdités. Se tromper est le privilège naturel de l'homme par rapport à tous les autres organismes. Ceci conduit à la vérité. Je suis homme parce que je déraisonne. On n'est jamais arrivé à une vérité sans avoir 14 fois erré. Et peut-être 140 fois. Et c'est d'ailleurs encore honorable. Mais nous ne sommes même pas capables de divaguer avec notre propre intelligence. Divague, mais divague à ta manière. Et alors, je t'embrasserai. Extravaguer à sa manière, c'est presque mieux que de dire la vérité à la manière des autres. Dans le premier cas, tu es un homme, dans le second, tu n'es qu'un oiseau. La vérité ne s'enfuira pas, mais on peut gâter sa vie. Il y a eu des précédents. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes, tous, sans exception, en fait de science, de développement, de pensée, d'invention, d'idéal, d'aspiration, de libéralisme, de raison, d'expérience et de tout, encore dans la première classe des préparatoires de l'école. Il nous suffit de vivre sur l'intelligence des autres. Nous nous y sommes faits. N'est-ce pas ainsi? Comment? Criait Razumikine en secouant et en serrant les bras des deux dames. N'est-ce pas ainsi? Oh, mon Dieu, je ne puis dire, dit la pauvre Pulcheria Alexandrovna. Oui, c'est ainsi, quoique je ne sois pas d'accord en tout avec vous, ajouta sérieusement Avdotia Romanovna. Puis elle jeta un cri, tant fut douloureuse cette fois l'étreinte de la poigne de Razumikine. C'est ainsi? Vous dites que c'est ainsi? Alors, si c'est ainsi, vous, hurla-t-il, transporté, vous êtes la source de la bonté, de la pureté, de la raison et de la perfection. Laissez-moi prendre votre main. Donnez-la. Donnez votre main aussi. Je veux baiser vos mains ici, immédiatement, à genoux. Et il se mit à genoux au milieu du trottoir qui, par bonheur, était désert en ce moment. « Mais, je vous en supplie, que faites-vous » s'écria Pulcheria Alexandrovna, extrêmement inquiète. « Levez-vous, disait Dounia, riant, bien que légèrement alarmée elle-même. « Pas pour tout l'or du monde, si vous ne me donnez pas vos mains. Voilà, cela est suffisant. Je me lève, et nous reprenons notre route. Je ne suis qu'un affreux butor. Je ne suis pas digne de vous, je suis ivre et j'ai honte. Je ne suis pas digne de vous aimer. Mais n'importe quel homme qui n'est pas une brute doit s'incliner devant vous. Alors, je me suis incliné. Voilà votre logement. Et cela suffit pour donner raison à Rodia d'avoir chassé votre Piotr Petrovitch. Comment s'est-il permis de vous loger dans cet hôtel? C'est une honte. Savez-vous qui on laisse entrer ici? Et vous êtes sa fiancée, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous dire, après cela, que votre fiancé est une canaille. Je vous en prie, monsieur Razumikine, vous vous oubliez, débuta Pulcheria Alexandrovna. Oui, je le reconnais, je me suis oublié, je me repens, se rattrapa Razumikine. Mais, vous me pardonnerez certainement ce que j'ai dit, parce que je parle sincèrement, et non parce que... c'eût été vil. Bref, ce n'est pas parce que je vous... Alors, soit, je ne dirai plus rien, je n'en aurai plus l'audace. Mais nous avons tous senti hier, dès son arrivée, que ce n'est pas un homme de votre milieu. Ce n'est pas à cause de ses cheveux, frisés par un coiffeur, ni à cause de sa hâte de faire montre de son intelligence, mais bien parce qu'il est un mouchard et un spéculateur, parce qu'il est hypocrite et qu'il a le caractère d'un juif, chacun s'en aperçoit aussitôt. Pensez-vous qu'il soit intelligent? Non,
pas du tout. Alors, dites, est-ce un compagnon pour vous? Oh mon Dieu, il s'arrêta soudain dans l'escalier de l'hôtel. Tout ivre qu'ils soient, là-bas, chez moi, ce sont quand même de braves gens, et bien que nous disions des sottises, car j'ai dit des sottises, moi aussi, nous arriverons quand même finalement à la vérité, car nous sommes sur le bon chemin, tandis que Piotr Petrovitch n'est pas sur le bon chemin. Je les respecte, quoique je vienne de les traiter de tous les noms. Zametov, je ne le respecte pas, mais je l'aime bien, parce que c'est un enfant. Et même cet animal de Zosimov, parce qu'il est intègre et qu'il connaît son métier. Allons, assez. Tout est clair et tout est pardonné. Est-ce pardonné? Allons, venez. Je connais ce couloir, ce n'est pas la première fois que j'y viens. Ici, au numéro 3, il s'est produit un scandale. Alors, où est votre chambre? Quel numéro? 8? Enfermez-vous pour la nuit. Ne laissez entrer personne. Je serai ici dans un quart d'heure pour vous dire s'il y a du nouveau, et ensuite, dans une demi-heure, je reviendrai avec Zosimov. Vous verrez. Au revoir. Je m'en vais. Mon Dieu. Dunetchka, que va-t-il arriver? Dit Pulcheria Alexandrovna, s'adressant tout inquiète et effrayée à sa fille. Tranquillisez-vous, maman, répondit Dounia, tout en se débarrassant de son chapeau et de sa cape. C'est le Seigneur lui-même qui nous a envoyé ce monsieur, quoiqu'il vienne tout droit de quelque beuverie. On peut croire en lui, je vous l'affirme. Et tout ce qu'il a fait pour Rodia, mon Dieu, Dunetchka, qui sait s'il reviendra? Comment ai-je pu me décider à quitter Rodia? Non, vraiment, ce n'était pas du tout ainsi que je m'attendais à le retrouver. Il était sombre, comme s'il n'éprouvait aucun bonheur à nous revoir. Des pleurs lui vinrent aux yeux. Mais non, vous vous trompez, maman. Vous ne l'avez pas bien observé, vous avez pleuré tout le temps. Il est tout ébranlé par sa maladie, qui est la cause de tout. Ah, cette maladie! Que va-t-il lui arriver? Et de quelle façon il t'a parlé, Dounia? Dit la mère, regardant timidement sa fille dans les yeux, pour lire toute sa pensée, et à demi consolée par le fait que Dounia défendait Rodia, et que, par conséquent, elle lui avait pardonné. « Je suis sûre qu'il se ravisera demain, » ajouta-t-elle, cherchant jusqu'au bout à connaître les sentiments de sa fille. « Et moi je suis sûre qu'il dira la même chose demain. » À ce sujet, coupa Avdotia Romanovna. Évidemment, c'était là la difficulté, et il y avait un point délicat que Pulcheria Alexandrovna craignait par trop d'aborder maintenant. Dounia vint près de sa mère et lui donna un baiser. Celle-ci la serra fortement dans ses bras, sans mot dire. Ensuite, elle s'assit, inquiète, pour attendre Razumikine, et se mit à observer timidement sa fille qui, les bras croisés, s'était mise à marcher de long en large dans la chambre, perdue dans ses pensées. Marcher d'un coin à l'autre était une habitude d'Avdotia Romanovna, lorsqu'elle méditait, et sa mère avait toujours craint de la déranger dans ces moments-là. Razumikine avait évidemment agi d'une façon ridicule en manifestant la soudaine passion, née dans l'ivresse, qui s'était allumée en lui pour Avdotia Romanovna. Mais à la voir actuellement, les bras croisés, marchant dans la chambre, triste et pensive, beaucoup auraient compris Razumikine, sans même tenir compte de son état d'ébriété. Avdotia Romanovna était remarquablement belle. Elle était grande, harmonieusement proportionnée. Il y avait en elle une force, une assurance qui apparaissait dans chacun de ses mouvements, mais qui n'enlevait rien à leur douceur ni à leur grâce. Elle ressemblait à son frère par le visage. Ses yeux étaient presque noirs, fiers, brillants, et, en même temps, parfois pleins d'une grande bonté. Elle était pâle, mais sa pâleur n'était pas maladive. Son visage respirait la fraîcheur et la santé. Sa bouche était un peu petite, la lèvre inférieure, fraîche et vermeille, s'avançait légèrement, ainsi que le menton d'ailleurs. Seule irrégularité de ce beau visage, mais qui lui donnait un caractère bien personnel de fermeté et aussi, peut-être, quelque hauteur. L'expression de ses traits était toujours plus réfléchie et sérieuse que gaie. Mais en revanche,
De quel charme le sourire ne paraît-il pas ce visage? Comme le rire, gai, jeune, insouciant, lui seyait, on comprenait que le fougueux, l'ouvert, le simple, l'intègre, l'herculéen Razumikine, qui, de plus, était ivre, qui n'avait jusqu'ici jamais rien vu de pareil, eût perdu la tête au premier regard. En outre, le hasard fit que Dounia lui apparut au moment radieux où elle retrouvait son frère bien-aimé. Il vit ensuite sa lèvre inférieure frissonner sous les ordres insolents, ingrats et cruels de celui-ci, et il ne résista pas. Razumikine avait en somme dit la vérité lorsque, dans son ivresse, il laissa échapper que l'excentrique logeuse de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, aurait été jalouse, non seulement d'Avdotia Romanovna, mais aussi, sans doute, de Pulcheria Alexandrovna. Malgré les 43 ans de cette dernière, son visage conservait toujours les restes de sa beauté passée et, en outre, elle paraissait plus jeune que son âge réel, ce qui arrive presque toujours aux femmes qui ont conservé jusqu'à la vieillesse la clarté d'âme, la fraîcheur des impressions et la chaleur honnête et pure du cœur. Disons, entre parenthèses, que posséder ces qualités constitue l'unique moyen de ne pas perdre sa beauté, même dans la vieillesse. Ses cheveux blanchissaient légèrement. Des pattes d'oie étaient apparues depuis longtemps. Ses joues s'étaient creusées et desséchées à force de soucis et de chagrins, mais son visage était quand même beau. C'était le portrait de Dunetchka, plus âgée de 20 ans, excepté la lèvre inférieure qui, chez elle, ne s'avançait pas autant. Pulcheria Alexandrovna était sensible, mais nullement jusqu'à la fadeur. Timide, cédant volontiers, mais jusqu'à une certaine limite. Elle pouvait permettre bien des choses, consentir à beaucoup, même si c'était contraire à sa conviction, mais il y avait toujours une limite d'honnêteté, une règle de vie et des convictions extrêmes qu'aucune circonstance n'aurait pu l'obliger à franchir. Exactement 20 minutes après le départ de Razumikine, 2 coups légers mais hâtifs furent frappés à la porte. Il était revenu. « Non, je n'entre pas. Jamais de la vie !» s'empressait-il de déclarer lorsqu'on lui ouvrit. « Il dort paisiblement, tout sage et tranquille, et pourvu qu'il puisse dormir 10 heures ainsi. Nastasia est chez lui. Je lui ai dit de ne pas sortir tant que je serai absent. Maintenant, je vais chercher Zosimov. Il vous présente son rapport et vous vous mettez au lit. Vous êtes à bout, je le vois. » Et il s'élança dans le couloir. « Quel homme actif et dévoué !» s'écria Pulcheria Alexandrovna, toute heureuse. « Je crois que c'est un homme excellent », répondit Avdotia Romanovna, chaleureusement et en reprenant sa promenade dans la chambre. Près d'1 heure plus tard, on frappa de nouveau à la porte. Les 2 femmes avaient attendu, cette fois-ci, confiantes en Razumikine. Celui-ci, en effet, avait réussi à amener Zosimov. Le médecin avait immédiatement consenti à quitter le festin et à aller voir Raskolnikov. Mais, se défiant de l'ivresse de Razumikine, il s'était mis en route pour l'hôtel d'assez mauvaise grâce. Son amour-propre fut immédiatement tranquillisé et même flatté dès qu'il eut compris qu'on l'attendait, en effet, comme un oracle. Il resta 10 minutes environ et réussit à calmer et à convaincre Pulcheria Alexandrovna. Il parla beaucoup, avec beaucoup de cœur, mais aussi avec réserve et avec un sérieux forcé, tout comme un médecin de 27 ans appelé en consultation pour un cas grave. Il s'en tint rigoureusement au sujet et ne montra pas le moindre désir d'entrer en relation plus personnelle avec les 2 dames. Ayant vu, dès son entrée, combien éblouissante était la beauté d'Avdotia Romanovna, il s'efforça immédiatement de ne pas la regarder du tout et s'adressa exclusivement à Pulcheria Alexandrovna. Tout cela lui procurait un intense plaisir intérieur. Il dit, au sujet du malade, qu'il trouvait son état pleinement rassurant. Suivant ses observations, la cause de la maladie du patient, à part les mauvaises conditions matérielles de ces derniers mois, comprenait aussi un élément moral. Il y avait là, pouvait-on dire, le produit d'influences morales et matérielles, d'inquiétudes, d'appréhensions, de soucis, de certaines idées, etc. S'étant aperçu qu'Avdotia Romanovna s'était mise à l'écouter avec une attention spéciale,
Zosimov s'étendit complaisamment sur ce thème. À l'inquiète question de Pulcheria Alexandrovna au sujet des suppositions sur la folie, il répondit avec un sourire calme et ouvert que le sens de ses paroles avait été outré, que, évidemment, on pouvait observer chez le malade la présence d'une idée fixe, de quelque chose qui décelait la monomanie, car lui, Zosimov, avait suivi de particulièrement près cette intéressante branche de la médecine. Mais il y avait lieu de se rappeler que le malade avait déliré presque jusqu'à aujourd'hui, et, évidemment, l'arrivée de ses proches allait le fortifier, le distrairait et, en général, agirait salutairement. Si seulement il était possible de lui éviter de nouveaux chocs, ajouta-t-il significativement. Ensuite, il se leva, prit congé cordialement, posément, accompagné de bénédictions et, ayant reçu de chauds remerciements, des prières et même la main tendue, et non sollicitée d'Avdotia Romanovna, il sortit extrêmement satisfait de sa visite et encore plus de lui-même. « Nous causerons demain. Couchez-vous maintenant. Il le faut, » conclut Razumikine en partant avec Zosimov. « Demain, le plus tôt possible, je vous présente mon rapport. » Quelle délicieuse fille, quand même, cette Avdotia Romanovna, remarqua avec ardeur Zosimov lorsqu'ils furent dehors. Délicieuse ? Tu as dit délicieuse ? Vociféra Razumikine en lui sautant à la gorge. Si jamais tu osais. Tu comprends ? Tu comprends ? Criait-il en le secouant par le col et le serrant contre le mur. Tu as compris ? Lâche-moi, ivrogne, dit Zosimov, se défendant, et lorsque l'autre l'eut lâché, il le regarda attentivement et, tout à coup, éclata de rire. Razumikine restait planté devant lui, les bras ballants, pensif, sérieux et sombre. « Je suis un âne, évidemment, dit-il, et son visage se rembrunit encore. Mais toi aussi. Non, mon vieux, certainement pas moi. Je ne songe pas à des bêtises. Ils se remirent en route, silencieux, et ce n'est qu'aux environs de chez Raskolnikov que Razumikine, fort soucieux, prit la parole. « Écoute, dit-il à Zosimov, tu es bon garçon, mais, à part tes autres défauts, tu es coureur de jupons, je le sais, et même un vulgaire coureur. Tu es un vaurien, nerveux et faible. Tu es polisson, tu es gras, et tu ne sais rien te refuser. Et j'appelle cela de la bassesse, car cela conduit directement à la saleté. Tu es devenu à ce point douillet que j'avoue ne pas comprendre comment tu t'arranges pour être en même temps un bon médecin, et même un médecin qui fasse preuve d'abnégation. Tu dors sur un matelas de duvet, un médecin, et tu te lèves la nuit pour un malade. Dans 3 ans, tu ne le feras plus. Au diable, ce n'est pas ceci qui est en question. Voici, tu passes cette nuit dans l'appartement de la logeuse. J'ai eu du mal à la convaincre. Et moi, je couche dans la cuisine. Une occasion pour vous de faire plus ample connaissance. Non, parce que tu crois. Non, mon vieux, pas la moindre chose. Mais je ne crois rien. Chez elle, il y a de la pudeur, de longs silences, de la timidité, de la sagesse acharnée et, avec cela, des soupirs. Elles font comme de la cire, à la lettre. Débarrasse-moi de cette femme au nom de tous les démons du monde. Elle est avenante. Je ne te dis que ça. Fais cela et ma vie est à toi. Zosimov se prit à rire plus fort. Te voilà bien emballé. Qu'ai-je besoin d'elle ? Je t'assure qu'elle n'est pas exigeante. Tu dois seulement parler beaucoup. Tu t'assieds près d'elle et tu parles. Et puis, tu es docteur. Mets-toi à la guérir de quelque chose. Je te jure, tu ne le regretteras pas. Elle a un clavecin. Tu sais que je tapote un peu. Je connais une chanson russe. M'inonderai-je de larmes amères. Elle aime bien les chansons langoureuses. Alors tu commences par là. D'ailleurs, tu es un virtuose du piano, un maître, un Rubinstein. Je t'affirme, tu ne le regretteras pas. Alors tu lui as fait des promesses ? Tu as donné ta signature ? Tu as promis de l'épouser, peut-être ? Rien de semblable. Et puis, ce n'est pas du tout son genre. Tchebarov a bien tenté. Alors, laisse tomber.
Impossible de cette façon. Pourquoi donc? Mais, comme ça, pas moyen, et puis voilà, on se sent tenu, mon vieux. Mais pourquoi l'as-tu entraîné? Je ne l'ai nullement entraîné. C'est plutôt moi qui ai été entraîné, bête que j'étais. Quant à elle, il lui est totalement indifférent que ce soit toi ou moi, pourvu que quelqu'un soit assis à côté d'elle et qu'il soupire. Il y a ici, mon vieux, comment dire? Il y a... Voici, tu es fort en mathématiques. Tu t'y intéresses encore, maintenant, je le sais. Alors, commence à lui exposer le calcul intégral. Je ne blague pas, je te le jure. Je parle sérieusement. Ça lui sera complètement égal. Elle va te regarder et soupirer, et cela 12 mois d'affilée. Moi, par exemple, je lui ai parlé très longuement, 2 jours, du Reichstag prussien. Car de quoi veux-tu parler? Elle en soupirait et en transpirait. Seulement, ne parle pas d'amour. Elle est ombrageuse et elle se piquerait. Mais fais-lui croire que tu ne parviens pas à la quitter. Et cela suffit. Confort total, tout à fait comme chez soi. Tu peux lire, t'asseoir, te coucher, écrire. Tu peux même l'embrasser, prudemment. Mais qu'ai-je besoin d'elle? Ah là là, je ne parviens pas à me faire comprendre. Tu vois, vous vous convenez à tous les points de vue. J'avais déjà pensé à toi avant, car tu finiras par là quand même. Alors, ne te serait-ce pas égal, un peu plus tôt ou un peu plus tard? Ici, c'est vraiment une vie sur un matelas de duvet, et puis, pas seulement cela, tu seras aspiré là-dedans. C'est le bout du monde, l'encre, le havre paisible, le nombril de la terre, le fondement de l'univers, les meilleures crêpes, les soupes grasses, le samovar du soir, les soupirs timides, les châles chauds, les bouillottes. C'est comme si tu étais mort et en même temps vivant. Les deux avantages à la fois. Allons, mon vieux, assez radoté, il est temps d'aller se coucher. Écoute, je me réveille parfois la nuit, alors, tu comprends, j'irai jeter un coup d'œil à Rhodia. Ne te dérange pas trop, mais si tu le veux, viens également le voir. Si tu remarques quelque chose, délire, fièvre ou quoi, tu me réveilles immédiatement. Du reste, cela n'arrivera pas. Chapitre 2 de la 3e partie. Razumikine se réveilla le lendemain matin vers 7 heures, préoccupé et grave. Beaucoup de questions nouvelles et inattendues se posaient à lui ce matin-là. Il n'aurait jamais cru pouvoir se réveiller dans une telle disposition d'esprit. Il se rappelait, jusqu'au moindre détail, tout ce qui lui était survenu la veille, et il comprenait que quelque chose d'extraordinaire lui était arrivé, qu'une impression s'était gravée en lui, qui lui était totalement inconnue jusqu'ici et qui ne ressemblait à aucune de celles qu'il avait ressenties avant ce jour. En même temps, il se rendait pleinement compte que l'idée qu'il s'était mise en tête était une chimère irréalisable à ce point qu'il eut honte de ce qu'elle lui fût venue et qu'il se hâta de passer aux soucis plus pressants que la maudite journée d'hier lui avait amené. Son souvenir le plus affreux était celui de sa conduite basse et odieuse. Non seulement parce qu'il s'était enivré, mais surtout parce qu'il avait calomnié le fiancé de la jeune fille en profitant de la position difficile de celle-ci, et cela à cause d'une soudaine et stupide jalousie, alors qu'il ne savait rien de leurs relations et de leurs obligations mutuelles, et que, de plus, il ne connaissait rien de l'homme lui-même. De quel droit l'avait-il jugé si hâtivement et si étourdiment? Et qui lui avait donné le pouvoir de juger? Un être comme Avdotia Romanovna se donnerait-il à un homme méprisable pour de l'argent? Il a donc des mérites. L'hôtel? Pourquoi aurait-il nécessairement su de quelle sorte d'hôtel il s'agissait? Et puis, en somme, il leur a trouvé un appartement. Comme c'est bas, l'ivresse n'est pas une raison. Tout au plus une excuse qui le diminuerait encore. In vino veritas, et toute la vérité est apparue, c'est-à-dire toute la crasse de son cœur envieux et grossier. Vraiment, une telle idée lui est-elle permise, à lui, Razumikine? Qu'est-il donc à côté d'une telle jeune fille, lui, l'insolent ivrogne, le bravache d'hier? Une comparaison aussi impudente et ridicule. Razumikine rougit violemment à cette pensée, et en même temps, comme à dessein,
Il se souvint clairement de la façon dont il avait déclaré aux dames, hier, sur l'escalier, que la logeuse serait jalouse d'Avdotia Romanovna. Ce souvenir lui était insupportable. Il donna de toutes ses forces un coup de poing au poêle de la cuisine. Il se meurtrit la main et abîma une brique. « Évidemment, se murmura-t-il un instant plus tard, avec le désir de se mortifier. Évidemment, il ne sera jamais possible de réparer ce misérable gâchis. Donc, ce n'est pas la peine d'y penser, et, par conséquent, il faut se présenter sans rien dire et remplir ses obligations. Et ne pas s'excuser et ne rien dire et évidemment, maintenant tout est perdu. » Cependant, lorsqu'il s'habilla, il examina son costume plus attentivement que d'habitude. Il n'avait pas d'autres vêtements et, s'il en avait eu, il ne les aurait peut-être pas mis expressément. Mais, en tout cas, il était impossible de rester sale et débraillé d'une façon aussi agressive. Il n'avait pas le droit de heurter la délicatesse des autres, étant donné que ces autres avaient besoin de lui, et l'appelaient pour qu'il les aidât. Il brossa consciencieusement ses vêtements. Son linge était passable. Il avait toujours eu le souci de la propreté de son linge. Il se lava soigneusement ce matin-là, trouva du savon chez Nastasia et se frotta vigoureusement la tête, le cou et surtout les mains. Lorsque la question se posa de savoir s'il fallait ou non se raser, Praskovia Pavlovna avait d'excellents rasoirs, qu'elle avait hérité de feu monsieur Zarnistine, son mari. Elle fut résolue par la négative et avec acharnement. Qu'elle reste comme elle est, ma barbe. Si jamais elles pensaient que je me suis rasé pour... Et elles le penseront, certainement. Non, à aucun prix. Et surtout, je suis si grossier, un tel rustre, j'ai des manières de cabaretier. Et, admettons, ne fût-ce qu'un instant, que je sois un honnête homme. Et alors ? Est-ce qu'on peut tirer vanité du fait qu'on est un honnête homme ? Chacun doit être honnête et propre aussi, et j'ai bien eu, je m'en souviens, quelques histoires pas précisément déshonorantes, mais quand même. Et quelles idées n'ai-je pas eues quelquefois ? Mais oui, que diable ! Allons, soit. Alors je serai expressément sale, graisseux, vulgaire. Et d'ailleurs, je m'en fiche. Et je le serai même davantage. Pendant ce monologue, Zosimov, qui avait passé la nuit dans le salon de Praskovia Pavlovna, vint le rejoindre. Il allait rentrer chez lui et, avant de partir, il voulait jeter un dernier coup d'œil au malade. Razumikine lui dit que celui-ci dormait comme une marmotte. Zosimov conseilla de le laisser dormir et assura qu'il reviendrait vers 10h30. « Si seulement il reste chez lui, ajouta-t-il. Ça, que diable, je n'ai aucune autorité sur mon malade et on veut que je le soigne. Sais-tu si c'est lui qui ira là-bas ou si ce sont les autres qui viendront ici ? » « Les autres, je suppose, répondit Razumikine, ayant compris l'intention de cette demande. Et ils vont naturellement parler de leurs affaires privées. Je ne resterai pas ici. Toi, en tant que médecin, tu as évidemment plus de droits que moi. Je ne suis pas leur directeur de conscience. Je ne ferai qu'entrer et sortir. J'ai d'autres occupations. Il y a une chose qui me tourmente, coupa Razumikine en se renfrognant. Hier, j'ai bu un coup de trop et j'ai bavardé en le reconduisant. J'ai dit énormément de bêtises. Entre autres, que tu craignais, pour sa raison. Tu as aussi raconté cela aux deux dames ? Je sais, j'ai été bête. Que veux-tu ? Mais est-ce vrai que tu as réellement eu cette idée ? Ce sont des bêtises, te dis-je. Crois-tu penser cela réellement ? Tu m'as dit toi-même que c'est un maniaque lorsque tu m'as conduit chez lui. Et nous avons encore versé de l'huile sur le feu hier avec nos récits, au sujet du peintre. C'est peut-être cette histoire qui l'a rendu insensé. Si j'avais été au courant de ce qui s'est passé au bureau de police, et si j'avais su que ce vaurien l'avait froissé par ses soupçons, je me serais opposé à ce qu'on parle de cela en sa présence. Ces monomanes vous font une montagne d'un grain de sable. Ils prennent les fictions pour des réalités. Une grande partie de sa conduite s'est éclaircie pour moi après le récit de Zametov, si je l'ai bien compris. Et quoi ?
Je peux te citer le cas d'un hypocondriaque quadragénaire qui, incapable de supporter les railleries quotidiennes d'un gamin de 8 ans, à table, lui a simplement tranché la gorge. Dans ce cas-ci, en plus de son caractère, il y a sa misère, l'insolence du policier, la maladie qu'il couvait. Et un soupçon s'adressant à un hypocondriaque poussé à bout. Et avec sa furieuse vanité, son exceptionnelle vanité. Après tout, peut-être est-ce là le point de départ de sa maladie. Mais oui, que diable! Au fait, c'est vraiment un aimable garçon que ce Zametov, mais il n'aurait pas dû raconter cette histoire hier. Il ne sait pas tenir sa langue. À qui a-t-il raconté cela? À toi et à moi. Et à Porphyrie également. Dis-moi, as-tu quelque ascendant sur sa mère et sa sœur? Conseille-leur de prendre des précautions avec lui aujourd'hui. Elles parviendront à s'arranger, répondit Razumikine de mauvaise grâce. Qu'a-t-il donc contre ce Loujine? Un homme qui a de l'argent et qui ne déplaît pas à sa sœur, semble-t-il. Elles n'ont pas un sou, hein? Qu'as-tu à essayer de me faire parler? Cria Razumikine agacé. Comment puis-je savoir s'ils ont de l'argent ou non? Questionne-les toi-même. Comme tu peux être ridicule parfois. Ton ivresse d'hier ne s'est pas encore dissipée, je vois. Au revoir. Remercie de ma part Praskovia Pavlovna pour son hospitalité. Elle s'est barricadée ce matin. Elle n'a pas répondu à mon salut à travers la porte et elle s'était levée à 7 heures. On lui a apporté le samovar de la cuisine. Je n'ai pas eu l'honneur de la contempler face à face. Il était juste 9 heures lorsque Razumikine se présenta à l'hôtel Bakaleïev. Les deux dames l'attendaient avec une impatience fébrile. Elle s'était levée à 7 heures, peut-être même plus tôt. Il entra, morne, s'inclina maladroitement, ce qui le fâcha contre lui-même, évidemment. Il avait compté sans ses hôtes. Pulcheria Alexandrovna se précipita littéralement vers lui, saisit ses deux mains et fut sur le point de les embrasser. Il jeta un timide coup d'œil à Avdotia Romanovna. Mais sur ce visage hautain, il y avait en ce moment une telle expression de reconnaissance et d'amitié, une telle estime, totale et inattendue pour lui, au lieu de regards railleurs et d'un mépris mal caché, qu'il aurait vraiment préféré qu'on le reçût avec des injures, car c'était par trop gênant. Heureusement, il y avait un thème pour la conversation et il se hâta de s'y accrocher. Ayant appris que Rodia ne s'était pas encore réveillée et que tout allait bien, Pulcheria Alexandrovna se déclara satisfaite, car elle voulait absolument parler au préalable avec Razumikine. Puis on le questionna pour savoir s'il avait déjeuné et on l'invita à prendre le thé ensemble. Ces dames avaient attendu Razumikine pour le déjeuner. Avdotia Romanovna sonna. Un garçon loqueteux se présenta. On lui commanda du thé qui fut finalement servi, mais avec tant de malpropreté et d'inconvenance que les dames en furent toutes confuses. Razumikine voulut dire son avis sur l'hôtel, mais se souvenant de Loujine, il se tut, gêné, et fut tout heureux lorsque les questions de Pulcheria Alexandrovna se mirent enfin à tomber comme une avalanche. Il parla pendant 3 quarts d'heure, répondant aux questions, constamment interrompu, forcé de se répéter, mais il réussit à leur communiquer les faits les plus importants et les plus saillants de la dernière année de la vie de Rodion Romanovitch, terminant par un récit détaillé de sa maladie. Il omit beaucoup de choses, entre autres la scène du commissariat, avec tout ce qui en était résulté. Son récit fut avidement écouté, mais quand il pensa avoir fini et avoir satisfait ses auditrices, il apparut qu'à leur point de vue, il avait à peine commencé. « Je vous prie, dites-moi quelle est votre opinion. »« Oh, excusez-moi, j'ignore encore votre nom, » dit avec hâte Pulcheria Alexandrovna. « Dmitri Prokofitch. »« Voici, Dmitri Prokofitch. J'aurais bien voulu savoir comment, en général, il considère les choses, c'est-à-dire, comprenez-moi, comment m'exprimer pour mieux dire, qu'aime-t-il et que n'aime-t-il pas? Est-il toujours aussi irritable?
Quels sont ses désirs et ses desseins? Qu'est-ce qui l'influence surtout pour le moment? En bref, j'aurais bien voulu, mais maman, comment est-il possible de répondre à tout cela en même temps? Remarqua Dounia. Ah, mon Dieu, je ne me suis pas du tout attendue à le retrouver ainsi. Dmitri Prokofitch. C'est très naturel, madame, répondit Dmitri Prokofitch. Je n'ai plus de mère, mais j'ai un oncle qui vient ici chaque année et qui ne me reconnaît presque jamais, même par l'aspect extérieur. Et c'est un homme intelligent. Alors, après 3 années de séparation, beaucoup d'eau a passé sous les ponts. Que puis-je vous dire? Je connais Rodion depuis 1 an et demi. Il a toujours été chagrin, sombre, orgueilleux et fier. Or, ces derniers temps, et peut-être même avant, il est devenu susceptible et hypocondriaque. Il est généreux et bon, mais il n'aime pas faire connaître ses sentiments et il commettrait une cruauté plutôt que de faire preuve de générosité. Parfois, du reste, il est simplement froid, inhumainement insensible, vraiment comme s'il avait en lui 2 personnalités opposées qui se remplaceraient à tour de rôle. Il est parfois terriblement silencieux. Il semble n'avoir jamais le temps, il se plaint qu'on le dérange toujours, et pourtant il reste couché, inactif. Il n'est par ailleurs, et cela, non parce qu'il manque d'esprit, mais parce que, dirait-on, il n'a pas de temps à gaspiller pour de pareilles vétilles. Il n'écoute pas jusqu'au bout ce qu'on lui dit. Il estime à un très haut point sa propre valeur et, je crois, non sans quelque droit. Alors, quoi encore? Il me semble que votre venue aura la meilleure influence sur lui. Mon Dieu, puissiez-vous dire vrai? S'écria Pulcheria Alexandrovna, accablée par les déclarations de Razumikine sur Rodia. Razumikine jeta enfin un coup d'œil plus courageux à Avdotia Romanovna. Il lui avait fréquemment jeté de rapides regards pendant la conversation, mais c'étaient des regards furtifs et, tout de suite, il détournait les yeux. Avdotia Romanovna s'asseyait de temps en temps à la table, parfois aussi elle se levait, se remettait à marcher, suivant son habitude, les bras croisés, les lèvres pincées, posant de loin en loin une question, sans interrompre sa promenade, se perdant parfois dans ses réflexions. Elle avait aussi l'habitude de ne pas écouter jusqu'au bout ce que l'on disait. Elle portait une robe d'une étoffe sombre et légère, une petite écharpe transparente entourait son cou. Razumikine avait remarqué à de nombreux signes qu'elles étaient, en effet, extrêmement pauvres. Si Avdotia Romanovna avait été parée comme une reine, il n'aurait, sans doute, nullement été intimidé, tandis que maintenant, précisément parce qu'il avait remarqué la pauvreté de ses vêtements et de ses bagages, son cœur était rempli de crainte et il s'effrayait pour chacun des mots qu'il prononçait, pour chacun de ses gestes, ce qui, évidemment, était gênant pour quelqu'un qui manquait déjà de confiance en lui-même. Vous avez dit beaucoup de choses curieuses au sujet du caractère de mon frère et vous l'avez dit équitablement. Cela est bien. Je pensais que vous aviez une adoration totale pour lui, remarqua Avdotia Romanovna en souriant. Je crois que ce que vous dites est exact. Il doit absolument avoir une femme à ses côtés, ajouta-t-elle pensive. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être avez-vous raison, là aussi. Cependant, comment? Il n'aime personne, et peut-être n'aimera-t-il jamais personne, coupa Razumikine. Voulez-vous dire qu'il en serait incapable? Vous savez, Avdotia Romanovna, vous ressemblez énormément à votre frère. En tout. Lança-t-il tout à coup, et cette sortie inattendue le surprit lui-même. Mais tout de suite, il se rappela ce qu'il venait de dire du frère, devint rouge comme une pivoine, et ne sut plus où se cacher. Avdotia Romanovna ne résista pas et éclata de rire. « Vous pouvez vous tromper tous les deux au sujet de Rodia, enchaîna Pulcheria Alexandrovna, quelque peu piquée. Je ne parle pas de maintenant, Dounetchka, ce que contient la lettre de Piotr Petrovitch, et ce que vous avez imaginé n'est peut-être pas exact. Mais vous ne pouvez savoir, Dmitri Prokofitch
à quel point il est lunatique et, comment dire, capricieux. Je n'ai jamais pu me fier à son caractère, même lorsqu'il n'avait que 15 ans. Je suis sûre que, maintenant encore, il est capable de faire quelque chose de tellement inattendu que personne n'y songerait. Il ne faut pas chercher loin. Savez-vous qu'il y a 1 an et demi, il m'a stupéfiée, émue et presque rendue malade lorsqu'il eut soudain l'idée d'épouser cette... comment s'appelle-t-elle ? La fille de cette Zarnitsina, la logeuse. Connaissez-vous cette histoire en détail ? Questionna Avdotia Romanovna. Vous croyez, continua Pulcheria Alexandrovna fougueusement, que mes pleurs, mes prières, mes souffrances, ma mort peut-être, l'auraient arrêté ? Il aurait froidement passé outre. Est-ce possible, est-ce vraiment possible qu'il ne nous aime pas ? Il ne m'a jamais parlé lui-même de cette affaire, répondit Razumikine avec circonspection. Mais madame Zarnitsina m'en a dit quelques mots. Elle n'est pas très loquace. Et ce que j'ai appris est plutôt bizarre. Que vous a-t-elle dit ? Demandèrent en même temps les 2 femmes. En somme, rien de trop spécial. J'ai appris que ce mariage, tout à fait décidé et arrangé, et qui n'a pas eu lieu à cause du décès de la fiancée, ne plaisait pas du tout à madame Zarnitsina. De plus, la fiancée n'était pas jolie, dit-on, et même plutôt laide, et si maladive et bizarre. Mais, du reste, elle avait, je crois, des qualités. Elle devait nécessairement en avoir, sinon, c'est à n'y rien comprendre. Pas de dot. Et, d'ailleurs, il n'y comptait pas. En général, il est difficile de porter un jugement dans ces sortes d'affaires. Je suis certaine que c'était une digne jeune fille, remarqua brièvement Avdotia Romanovna. Que le Seigneur me pardonne. Mais je me suis quand même réjouie de sa mort, quoique je ne sache pas lequel des 2 aurait le plus souffert de cette union, conclut Pulcheria Alexandrovna. Ensuite, elle se mit à interroger Razumikine au sujet de la scène d'hier entre Rodia et Lougine, et ce, prudemment, avec des arrêts et des coups d'œil continuels à Dounia, ce qui, de toute évidence, déplaisait à cette dernière. Cette scène inquiétait visiblement la mère plus que tout, lui faisait peur jusqu'à la faire trembler. Razumikine recommença son récit en détail, mais cette fois-ci, il ajouta sa propre conclusion. Il accusa nettement Raskolnikov d'avoir offensé avec préméditation Piotr Petrovitch, tout en ne prenant que fort peu sa maladie comme excuse. « Il avait imaginé tout cela encore avant sa maladie, » ajouta-t-il. « Je pense comme vous, » dit Pulcheria Alexandrovna, l'air abattu. Mais elle fut étonnée par le ton prudent et même quelque peu respectueux de Razumikine à l'égard de Piotr Petrovitch. Avdotia Romanovna en fut frappée aussi. « Alors, c'est là votre opinion sur Piotr Petrovitch ?» demanda Pulcheria Alexandrovna, qui n'avait pu résister à l'envie de poser cette question. « Je ne puis être d'un autre avis au sujet du futur mari de votre fille, » répondit Razumikine avec fermeté et chaleur. « Et ce n'est pas une simple politesse qui me fait parler ainsi, mais parce que... Mais déjà rien qu'à cause du fait qu'Avdotia Romanovna a bien voulu choisir librement cet homme. Si je l'ai dénigré ainsi hier, c'est parce que j'étais tout à fait ivre et même fou. Oui, fou. J'avais perdu la tête. Devenu fou, tout à fait. Et j'en ai honte maintenant. » Il rougit et se tut. Le visage d'Avdotia Romanovna s'empourpra également, mais elle ne dit mot. Elle n'avait pas ouvert la bouche depuis que l'on avait commencé à parler de Lougine. Pulcheria Alexandrovna, pourtant, sans son aide, se trouvait visiblement dans l'indécision. Enfin, tout hésitante et avec des coups d'œil obliques à sa fille, elle déclara qu'une certaine circonstance la préoccupait beaucoup. « Vous voyez, Dmitri Prokofitch, commença-t-elle. « Je parlerai ouvertement à Dmitri Prokofitch, n'est-ce pas, Dounetchka ?»« Évidemment, maman, » dit Avdotia Romanovna avec conviction. « Voici ce dont il est question, » se hâta de dire Pulcheria Alexandrovna, comme si l'on venait de la débarrasser d'un grand poids en lui permettant de conter son malheur.
Nous avons reçu ce matin, très tôt, un mot de Piotr Petrovitch en réponse à notre lettre l'avertissant de notre venue. Il devait nous rencontrer à la gare hier, comme c'était convenu. Au lieu de quoi, c'est une sorte de laquais qui vint nous chercher. Il nous donna l'adresse de cet hôtel, nous montra le chemin, et Piotr Petrovitch lui a fait dire qu'il viendrait nous voir lui-même ce matin. Au lieu de venir, il nous a fait parvenir ce billet. Lisez-le vous-même, plutôt. Il y a là quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Vous verrez tout de suite, vous-même, et vous me direz franchement votre pensée. Dmitri Prokofitch. Vous connaissez mieux que quiconque le caractère de Rodia et vous pourrez nous donner un bon conseil. Je vous avertis que Dunetchka a déjà tout décidé dès le premier instant, mais moi, je ne sais pas encore comment faire et je vous ai attendu. Razumikine prit le billet, daté de la veille, et lut ce qui suit. Madame, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai été mis dans l'impossibilité de venir à votre rencontre sur les quais de la gare par suite de circonstances inattendues et que, pour me remplacer, je vous ai envoyé un homme fort déluré. Je me priverai également de l'honneur de vous rendre visite demain matin, à cause des affaires du Sénat, qui ne souffrent pas de retard, et pour ne pas gêner votre rencontre avec votre fils, ni celle d'Adovtia Romanovna avec son frère. J'aurai l'honneur de vous rendre visite et de vous saluer dans votre appartement demain, au plus tard à 8 heures du soir précise. Je me permettrai d'ajouter, et avec insistance, la prière expresse que Rodion Romanovitch ne soit pas présent à notre entrevue commune, parce qu'il m'a blessé d'une façon sans précédent et avec un manque total de politesse, lors de la visite que je lui ai faite hier. À part cela, j'ai le désir d'avoir avec vous une explication nécessaire sur un point au sujet duquel je voudrais connaître votre avis personnel. J'ai l'honneur de vous avertir que si, malgré ma demande, je rencontrais chez vous Rodion Romanovitch, je serais forcé de m'en aller et, dans ce cas, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je vous écris parce que j'ai lieu de croire que Rodion Romanovitch, qui paraissait fortement malade lors de ma visite, s'est soudainement guéri 2 heures plus tard et que, par conséquent, s'il peut sortir, il peut aussi bien venir chez vous. Quant à cela, je l'ai constaté de mes propres yeux, car je l'ai vu dans le logement d'un ivrogne, écrasé par une voiture et décédé à la suite de cet accident, et à la fille duquel, une demoiselle d'une inconduite manifeste, il a donné hier jusqu'à 25 roubles, soi-disant pour l'enterrement, ce qui m'a fort surpris, sachant avec combien de peine vous vous êtes procuré cet argent. Avec l'assurance de mon respect spécial pour l'honorable Avdotia Romanovna, je vous prie, madame, d'agréer les sentiments de respectueuse fidélité de votre obéissant serviteur, P. Lougine. « Que vais-je faire maintenant, Dmitri Prokofitch ?» dit Pulcheria Alexandrovna, prête à pleurer. « Comment voulez-vous que je demande à Rodia de ne pas venir ici ? Il a exigé avec tant d'insistance que nous cessions toute relation avec Piotr Petrovitch, et voilà que celui-ci me dit de ne pas le recevoir. Mais il viendra exprès lorsqu'il saura, et que va-t-il se passer alors ? » « Faites ce qu'a décidé Avdotia Romanovna, » répondit calmement et sans hésitation Razumikine. « Ah, mon Dieu, elle dit Dieu sait quoi, et je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle dit qu'il vaudrait mieux, ou plutôt qu'il est nécessaire, Dieu sait pourquoi, que Rodia vienne ce soir à 8 heures et qu'il rencontre Piotr Petrovitch. Et moi qui voulais même lui cacher la lettre et prendre un arrangement avec vous, pour qu'il ne vienne pas, car il est si irascible, et puis je n'y comprends rien. De quel ivrogne et de quelle demoiselle s'agit-il et comment se fait-il qu'il lui a donné tout l'argent qu'il avait et que vous avez eu tant de peine à trouver, maman, ajouta Avdotia Romanovna. Il n'était plus lui-même, ajouta pensivement Razumikine. Si vous saviez quel coup il a fait hier au café, quoique ce fût fort malin, il m'a, en effet, dit quelques mots au sujet de je ne sais quelle mort et quelle demoiselle lorsque nous allions chez lui, mais je n'y ai rien compris. Du reste, moi-même, j'étais hier...
Allons plutôt chez lui, maman. Et là-bas, nous saurons ce que nous avons à faire. Et d'ailleurs, il est temps. Mon Dieu, 10 heures passées, s'exclama-t-elle en jetant un coup d'œil à la magnifique montre d'or émaillée suspendue à son cou par une fine chaînette vénitienne et qui jurait bizarrement avec sa mise. Un cadeau du fiancé, pensa Razumikine. Oh, il est temps, Dunetchka, il est temps, s'affaira Pulcheria Alexandrovna. Il pourrait croire que nous tardons à venir parce que nous sommes encore fâchés. Oh, mon Dieu! Tout en parlant, elle mettait hâtivement son chapeau et sa mante. Dunetchka s'habilla également. Ses gants n'étaient pas seulement usagés, mais aussi troués, ce qu'observa Razumikine. Cependant, la pauvreté évidente des vêtements semblait même ajouter à l'allure digne des deux dames, ce qui arrive toujours lorsqu'on sait bien porter des habits misérables. Razumikine regardait la jeune fille avec vénération et s'enorgueillissait de pouvoir l'accompagner. Cette reine, pensait-il, qui reprisait ses bas dans son cachot, gardait son air majestueux peut-être plus encore que lors des plus somptueuses solennités. « Mon Dieu !» s'exclama Pulcheria Alexandrovna. « Ai-je jamais pensé que j'aurais pu en arriver à craindre une entrevue avec mon cher Rodia, comme je la crains maintenant ? J'ai peur, Dmitri Prokofitch, ajouta-t-elle en lui jetant un timide regard. Ne craignez rien, maman, dit Dounia en l'embrassant. Croyez plutôt en lui. Moi, je crois en lui. Ah, mon Dieu, j'ai également confiance en lui, mais je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit, s'écria la malheureuse femme. Ils sortirent. Tu sais, Dunetchka, lorsque je me suis assoupie vers le matin, j'ai rêvé de feu Marfa Petrovna. Elle était toute en blanc. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main tout en branlant la tête, et si sévèrement, comme si elle me blâmait de quelque chose. Est-ce un mauvais présage? Ah, mon Dieu, Dmitri Prokofitch, vous ignorez encore la mort de Marfa Petrovna. Oui, je l'ignorais. Quelle Marfa Petrovna? Subitement. Et figurez-vous, tout à l'heure, maman, interrompit Dounia, monsieur ne sait pas encore qui est Marfa Petrovna. Non, et moi qui croyais que vous saviez tout. Excusez-moi, Dmitri Prokofitch, mes idées se brouillent ces jours-ci. Vraiment, je vous considère comme notre sauveur et, à cause de cela, j'étais sûre que vous étiez au courant de tout. Je vous considère comme un proche. Ne vous fâchez pas si je parle ainsi. Oh mon Dieu, qu'avez-vous à la main droite? Vous vous êtes blessé? Oui, je me suis cogné, bredouilla-t-il, tout content. Je parle parfois trop ouvertement, selon mon cœur, et Dounia me corrige alors. Mais dans quel réduit il habite? Est-il réveillé? Et cette femme, sa logeuse, considère cela comme une chambre? Vous dites qu'il n'aime pas montrer qu'il a du cœur, et alors mes faiblesses vont l'agacer, peut-être. Dites-moi ce que je dois faire, Dmitri Prokofitch. Comment dois-je l'aborder? Vous savez, je suis toute déroutée. Ne le questionnez pas trop, si vous voyez qu'il devient sombre. Surtout ne l'interrogez pas sur sa santé. Il déteste cela. Oh, Dmitri Prokofitch, comme il est difficile d'être mère. Mais voici cet escalier. Quel horrible escalier! Maman, vous êtes pâle. Tranquillisez-vous, chérie, dit Dounia en câlinant sa mère. Il devrait être heureux de vous voir, ajouta-t-elle avec une lueur dans les yeux. Attendez, je vais voir s'il est réveillé. Les dames suivirent lentement Razumikine, et quand elles furent à la hauteur de l'appartement de la logeuse, elles remarquèrent que la porte était entr'ouverte et que deux yeux noirs et vifs les épiaient dans l'ombre. Lorsque leurs regards se croisèrent, la porte fut brusquement refermée, et avec un tel bruit que Pulcheria Alexandrovna manqua crier de frayeur.